Sunday Night Production. Bonjour à tous, nous voilà de retour pour la seconde partie de notre podcast enregistré en direct de Chamonix à l'occasion de l'UTMB. Et je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Mathieu Blanchard qui, suite à sa remarquable 4e place, partage avec nous ses sentiments et son analyse d'après-course. Il sera épaulé pour cet exercice par Alix, sa compagne et son pilier aussi de ses ravitaillements. Et ensuite Manu du site Wanna Run va nous parler des chaussures et des équipements des gagnants de cette édition, et en plus il décryptera pour nous les stratégies marketing de toutes les marques qui gravitent autour de cet événement d'exception. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet épisode. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Je vous propose maintenant de faire un tonnerre d'applaudissements pour Mathieu Blanchard et Alix Noblat qui viennent de nous rejoindre sur le studio. Mathieu, Alix, merci infiniment d'avoir choisi Dans la tête d'un coureur pour livrer vos impressions d'après-course en exclusivité sur le podcast. C'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Mathieu, je commence par toi, honneur à ceux aux sportifs. Comment est-ce que ça va pas trop fatiguer après ton exploit dans les montagnes ? Non, pleine forme, tout va bien. J'hésite même à aller faire une petite sortie de 30 kilos pour aller faire tourner un peu les jambes là. Bah écoute, il y a quelques petites montagnes si tu veux. Après, après l'émission, on met les chaussures et on y va. Alix, comment est-ce que ça va toi ? J'imagine que tu as dû vivre des émotions complètement folles sur cette course. Si tu l'as vécu comme nous, est-ce que tu t'es remis de tout ça ? Alors oui, je me suis remise physiquement, mais j'y ai laissé quelques notes vocales. Quelques notes vocales, j'imagine, oui. Là, c'était quand même une sacrée édition. Mathieu, on a peu de temps, donc ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va revenir rapidement sur ta saison 2022-2023 et nous emmener jusqu'à hier et ton arrivée. On se souvient tous de ton incroyable, mémorable duel avec Kylian Jornet en 2022 où tu as décroché la 2e place sur l'UTMB et le premier Français à finir sous les 20 heures. Suite à cette course, tu as participé au Marathon de Paris, tu as fini 35e avec un temps assez spectaculaire de 2h22 où je t'avais vu, je pense que tu aurais limite pu faire encore 15 km après. Donc voilà, c'était quand même assez incroyable. Tu as enchaîné ensuite avec la Western States sur ton agenda. Avec le recul, comment est-ce que tu analyses un peu ton expérience post-UTMB, notamment cette 6e place sur cet ultra américain? Là, on parle de l'UTMB ou de la Western ? De la Western States. Okay. Après, on parlera de la... Oui, la Western States, c'est sûr que moi, cette année, c'est une grosse année de transition, en fait. Je pense que je peux l'appeler l'année de la transition. 2021-2022, sur les courses... je suis un coureur parmi les coureurs de haut niveau considérés, mais plutôt sur un statut de outsider. Et cette année, les médias, en tout cas les titres que j'ai pu en lire et les messages de la communauté aussi m'ont laissé penser que j'étais plus sur un statut de favori. Et ça, c'est nouveau pour moi. Il faut pouvoir gérer toute cette pression qui vient autour. Et je m'étais mis des ambitions énormes sur la Western States. Je m'étais mis des raisons aussi de courir, des motivations en fait, qui étaient purement basées sur la performance. Donc je ne vais pas cacher que je voulais vraiment faire un podium, voire gagner la Western. Et il n'y avait que ça en fait, qui comptait pour moi. Et je pense que ça a été un petit peu pas la meilleure des stratégies mentales parce qu'à la base, moi, l'ultra trail, le trail, c'est pas que pour la performance que je cours. Oui, je mentirais en disant que la performance ne fait pas partie de mes raisons motivationnelles. Mais prendre que ça et le mettre au-dessus de tout, c'était pas une bonne chose. Je me suis mis énormément de pression. J'en ai peut-être un peu trop fait aussi, je vais le dire maintenant avec le recul. Coastal Challenge au Costa Rica, 250 km dans la jungle, très fatigant. L'Himalaya, l'ascension. L'ascension du Kilimanjaro, la prépa au Kenya, un marathon des sables qui défonce aussi beaucoup. Voilà, plus toute cette pression, je suis arrivé sur la Western States très près physiquement, mais niveau mental, il ne restait plus beaucoup d'énergie. Et de manière très concrète, quand la course a commencé,
au bout de 3 km, j'en avais déjà marre en fait. Ou je me disais plutôt, ça va être long aujourd'hui, 160 km. Alors que d'habitude, je me dis, je suis trop excité, j'ai trop hâte d'aller manger les prochains kilomètres. Et donc là, ça montrait peut-être qu'il y avait une forme de fatigue mentale, alors que le corps, il répondait super bien. Donc voilà, après, le mois de juillet a été très difficile parce que finalement, j'ai pas rempli l'objectif que je m'étais fixé. Et ça a été un mois difficile, pour ne pas dire que j'avais le moral dans les baskets, j'avais pas envie de courir. Donc il a fallu un petit peu faire un peu d'introspection, se reconstruire. Mais j'ai trouvé en tout cas des réponses en tout cas suffisantes pour revenir sur l'UTMB fin août. Mais c'est vrai que déjà bravo parce que tu as une analyse très honnête de ce que tu as fait et voilà, et d'un peu d'autocritique de ce que tu dis, et puis tu es transparent par rapport à ça parce que des contre-performances, des athlètes, il y en a plein qui en font. Ça fait partie aussi du jeu de tout coureur, amateur ou professionnel, mais c'est vrai que moi je le sais, j'interroge les coureurs, je discute avec eux avec le micro et sans le micro, mais des fois on a du mal aussi à assumer la contre-performance. On va dire, c'est le fameux point de côté, j'ai eu une petite grippe, j'ai mangé un truc qui allait pas. Et c'est vrai que les athlètes ont du mal à dire, j'ai peut-être fait des erreurs, j'ai peut-être voulu peut-être trop en faire, j'étais peut-être un peu trop enthousiaste. Toi, c'est vrai que c'est assez surprenant et c'est peut-être pour ça aussi que tu as été moins bien compris parce que tu détonnes dans ta communication. Mais toi, tu es comme ça, tu es sincère, tu es transparent. Et finalement, voilà, moi je te dis bravo pour ça. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime dire, c'est que l'ultra trail, c'est pas que de la course à pied. C'est une aventure, l'ultra trail. Et dans une aventure, il ne faut pas gérer que la partie course à pied. La nutrition, ne pas avoir mal au ventre, fait partie de la course. Ne pas se faire d'entorse, fait partie de la course. Ne pas avoir mal au genou ou ailleurs, fait partie de la course. Donc il y a toujours une excuse pour dire qu'on n'a pas réussi à faire la course. Moi, au final, ce que j'aime dire, c'est que juste que les autres ont été meilleurs que moi à gérer tous ces petits paramètres-là. Donc je n'ai pas d'excuse à me donner si sur une course, j'arrive pas premier. Et pour la partie contre-performance, finalement, avec le recul, non, c'était pas une contre-performance. Oui, j'allais me reprendre parce que c'est vrai que le record, tu as fait mieux que... C'est courir une Western States en 15h30, c'est une course très particulière avec des paramètres particuliers. Et finalement, j'étais très satisfait de ce résultat-là. Il faut appréhender cette course, il faut la comprendre. Et puis peut-être un jour, j'y retournerai pour faire mieux. Mais c'est vrai, tu as raison. On te porte des ambitions où des fois, nous, les médias, les gens, les spectateurs, c'est aussi un peu naturel. Et des fois, on a des erreurs de langage. Parce que oui, parler de contre-performance à un coureur qui, je crois que tu as fait mieux que plein d'excellents coureurs, c'est un peu ridicule. Finalement, tu as pris la décision de participer à l'UTMB, je crois seulement quelques semaines avant le départ de la course. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'aligner sur la ligne de départ finalement ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, j'y vais quand même ? Alors, c'est qu'en 2023, ma saison, il y avait 2 objectifs. Le premier, c'était la Western States, donc arriver au top pour faire une super course. Et le deuxième objectif, c'était pas l'UTMB tout seul, c'était le combo UTMB plus Western States. Parce que je sais que beaucoup l'ont essayé, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que la Western States, c'est une course qui est très particulière dans sa préparation. On met les bâtons au placard, on ne les utilise plus par exemple. Donc ce qui veut dire que la prépa UTMB après est très courte dans l'été entre 2 mois. La Western States aussi, c'est une course difficile parce qu'elle te tue dans le sens où tu cours non-stop pendant 160 km. Et c'est beaucoup plus traumatisant pour le corps de courir non-stop pendant 160 bornes que sur un UTMB où tu vas marcher peut-être 30% de la course. Donc voilà, moi je voulais essayer ce combo-là. C'était un objectif, donc je le gardais en tête. Maintenant, ce qui a fait que j'y ai participé, je voulais pas non plus me présenter à l'UTMB si j'étais totalement mort, évidemment. Je respecte ma santé et je veux avoir une longue carrière. Mais début août, j'ai commencé à avoir des bonnes sensations. Je suis venu faire le parcours avec mon équipe Salomon. Il y a eu une belle cohésion, il y a eu des beaux sourires, j'ai ressenti de la bonne énergie. J'ai fait 2 semaines d'entraînement qui sont super bien passées au niveau sensations physiques et mentales. Et pour moi, c'était un signe suffisant pour me dire je peux aller faire l'UTMB. Oui, tu m'as dit de toute façon, tu ne te serais pas aligné si tu n'étais pas sûr d'être quand même en bonne capacité de tes moyens. Tu fais pas n'importe quoi. Alix, je me tourne vers toi. Tous les coureurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, connaissent un peu ces moments de doute et de remise en question. Toi, je sais que tu t'intéresses pas mal aussi à la préparation mentale. Et voilà. Et comment toi, tu gères tout ça avec Mathieu ? Comment est-ce que tu l'accompagnes ? Parce qu'on sait qu'en ultra, l'entourage est souvent un peu le moteur invisible. Moi, j'appelle ça un peu le moteur invisible du coureur. Et j'imagine que ça doit être quand même assez important d'avoir du soutien. Quels conseils tu pourrais donner à des coureurs qui traversent un peu des hauts et des bas ? C'est aussi ça la beauté de ce sport. Au-delà de la compétition, il y a déjà, comme dans un entraînement classique, un entraînement physique, il y a une préparation en amont, pendant la course et après la compétition. Moi, à côté de mon statut d'assistante de course, je suis aussi la compagne de Mathieu Blanchard. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Il faut que je trouve l'équilibre
entre tous ces statuts que j'ai. En amont de la course, mon rôle, ça va être évidemment de le soutenir, parfois aussi de le freiner un petit peu, de l'encourager. C'est vrai qu'on a eu une petite période difficile moralement suite à la Western. Il y a eu des ondes il s'envoyait un petit peu des ondes négatives parce qu'il s'est remis en doute. Et puis là, moi, j'essaie. Alors, je lui apporte pas de conseils, je l'écoute énormément. Ça passe par l'écoute beaucoup, alors. Voilà, en fait, ça a beaucoup passé par l'écoute. Et puis, je le rassure et j'essaye de garder aussi parfois un regard objectif. Parce que quand on est en couple avec un athlète, pour moi, voilà, je suis sa fan numéro 1. Mais après, pendant la compétition, le soutien est hyper important. Notre présence est importante pour l'assistance parce que ça va être un contact humain qu'ils vont avoir pendant des heures et des heures où ils vont être seuls au milieu de la forêt. Et puis là, ils vont avoir parfois envie de parler. Comme à Courmayeur, il avait envie de se lâcher, de parler de ce qui se passait dans son corps, dans sa tête. Ils ont besoin parfois de soigner les petits bobos, d'avoir du réconfort dans la nourriture, un réconfort humain. Il n'y a rien de mieux, quoi. Et puis après, effectivement, il faut reconstruire la machine, il faut l'entretenir, il faut la remettre sur pied. Et ça aussi, ça fait partie des petites tâches qu'on a à faire. D'autant plus que tu es une aventurière, tu es une athlète, tu es quand même une amoureuse du dépassement de soi. Donc j'imagine que tu es beaucoup dans l'empathie aussi, que tu peux parfaitement comprendre ce que vit Mathieu. Et puis moi, j'avais envie de vous avoir tous les deux parce que c'est vrai que voilà, votre duo, il est quand même assez iconique dans le monde du trail. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que vous avez aussi inspiré. Moi, j'ai vraiment vu un après Mathieu Blanchard et cette année, c'était vraiment flagrant. On voit que votre stratégie, elle a inspiré beaucoup de monde. Voilà. Ouais, justement, j'ai une anecdote à ce sujet que j'ai remarqué depuis les dernières années d'Ultra Trail. J'observe, moi je suis assez nouveau dans ce sport, mais encore jusqu'à l'année dernière. Nous, en 2021, on faisait déjà des ravitaillements assez rapides, mais ça n'avait pas été trop médiatisé. L'année dernière, c'est vrai que ça a été énormément médiatisé. Et je voyais, moi, je ne vais pas tous les citer, mais beaucoup de coureurs qui sont encore dans le top 10 cette année, qui faisaient des ravitaillements à Courmayeur de 5, 6 minutes, 5, 8 minutes, même en fait la plupart. Et cette année, j'ai regardé un petit peu les vidéos des ravitaux, ils étaient tous en 1 minute, 2 minutes. Donc je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, je trouve que les vitesses sur les ravitaillements ont un petit peu accéléré là, non, mais chez les élites. On en parlait avec Adrien tout à l'heure, on voulait en parler dans l'émission, mais on était un petit peu timé, mais c'est vrai qu'il y a un changement de paradigme, et lui, Adrien, il était tout à fait partisan de ça. Lui, il pense que il faut savoir optimiser cette partie-là, il faut rester dans le jus, il ne faut pas trop prendre son temps, et c'est vrai que ça vient complètement en contradiction de ce qu'on entendait avant, où on nous disait non, c'est une erreur, il faut rester longtemps, il faut machin, ci et ça. Après, c'est pas donné à tout le monde, c'est sûr que c'est un conseil qui peut pas être donné à chacun venu, mais aujourd'hui, même Jim Wemsley, nous on a calculé, on a dit, je crois que c'est près de 30% de temps en moins, pourtant lui on voit que c'est lui qui garde ça, et tous les autres coureurs ont un peu, je vais pas dire copié, mais en tout cas se sont inspirés, et c'est normal, mais ça c'est clair, net et précis que vous avez été extrêmement précurseur par rapport à tout ça. Alors Mathieu, on s'était vu mardi avant le départ de la course, tu m'avais parlé un peu de l'état de flow que tu avais ressenti sur l'UTMB 2021, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet état, et surtout, est-ce que tu l'as ressenti cet état de flow cette année? Cette année, l'état de flow s'est transformé en état de calvaire. C'est nouveau pour moi. Je l'ai déjà expliqué comment ça fonctionne, le niveau énergétique, le niveau de sensation sur une course. C'est une courbe sinusoïdale. On va avoir des bas, on va avoir des hauts, des bas, des hauts. Là, j'ai eu un bas quasiment du kilomètre 30 jusqu'à l'arrivée. J'ai jamais vécu ça de ma vie, donc c'était tout le contraire. C'était un enfer. J'ai souffert tout le long. J'ai voulu abandonner à peu près 1000 fois. Je me cherchais des excuses en fait quand je m'ennuyais, que j'avais mal dans la montagne pour qu'est-ce que je vais dire quand je vais arriver au ravitaillement pour abandonner. C'était terrible. T'as vraiment cru que t'allais abandonner, que t'allais lâcher Ah oui, c'était la douleur que j'avais dans mes jambes, dans les descentes, les sensations. C'était en fait, je me disais allez, ça va revenir, mais comme ça revenait jamais, je me prenais toujours des punchs dans la face non-stop et ça a été insupportable quoi. Donc voilà, course extrêmement difficile et l'état de flow, il n'était pas là cette année du tout, non. C'est vrai que il y avait quand même une densité impressionnante de coureurs et c'était quand même une course assez imprévisible. On en avait discuté. Toi, tu avais plutôt anticipé un départ de course plutôt tranquille, souviens-toi. Finalement, j'ai eu l'impression que ça a quand même démarré un peu sous les chapeaux de roue jusqu'au Contamine. Après, ça s'est calmé un petit peu en direction de Notre-Dame et là, on a vu que les allures sont devenues un petit peu plus raisonnables. Toi, comment tu as géré le début de course très très dur? Qu'est-ce que tu t'es dit justement est-ce que c'est Alix justement qui a essayé? Voilà, comment ça s'est passé un peu Comment tu as fait pour trouver les ressources en fait concrètement? Alors c'était pas non plus départ tranquille, on va dire relativement tranquille parce que j'avais les temps de passage de l'année dernière accrochés au poignet.
Et je suis passé vraiment à même pas 1 minute près à chacun de ces temps de passage-là. Donc on était à peu près dans les plans. Ensuite, c'est sûr que moi, c'est à partir de Notre-Dame de la Gorge. C'est un endroit qui est très important dans la course, puisqu'on quitte un petit peu ce milieu urbain où il y a beaucoup de personnes qui nous encouragent, surtout Notre-Dame de la Gorge où il y a énormément de monde, là comme sur les routes du col du Tour de France, et on rentre dans la nuit, on est tout seul dans notre bulle, et moi c'est à partir de là que j'ai commencé à être pas bien, et c'est le pire moment parce qu'on rentre dans la nuit, on va faire une nuit blanche, on n'est plus qu'allumé par notre frontale, c'est là qu'il commence à faire froid, qu'on pique du nez. Vous étiez assez seul aussi, c'est vrai que d'habitude il y a quand même un gros groupe de coureurs. Là j'ai l'impression que vraiment c'était assez individuel, hein. C'était chacun fait sa course tout seul. On essaye de, là il n'y avait pas eu ce troupeau un peu qui a l'habitude. Il n'y a pas eu un gros voir. troupeau, il y a eu plein de petits groupes, des petits couples qui se sont formés. Moi j'ai formé mon couple avec Germain Grangier dans la montée du col du Bonhomme. Devant je pense qu'il y avait Tom, Zach et Jim, mais on les voyait, ils étaient juste devant, on voyait les frontales. Tom qui a payé d'ailleurs un peu cette. Ouais. Et derrière, je pense qu'il y avait peut-être Thibaut Garivier et puis Jean-Philippe Choumi qui formaient notre couple. Donc c'est à peu près ce qu'on voyait. Et puis on a traversé la nuit comme ça. Et c'est beaucoup mieux parce que passer la nuit tout seul est extrêmement difficile. C'est clair. Alors ensuite, l'arrivée à Courmayeur, c'est toujours un moment délicat dans la course. On sait que ça peut se compliquer après ce ravitaillement. Comment toi, est-ce que tu as abordé cette étape ? J'ai cru voir quand même que là, c'était un peu difficile. Qu'est-ce qui change vraiment après Courmayeur selon toi ? Pourquoi c'est vraiment un peu là où on dit que la course commence ? Courmayeur, moi chaque année, je connais l'endroit. En fait, il est extrêmement difficile mentalement. Pourquoi ? Parce que tu viens de passer vraiment beaucoup de kilomètres et de temps dans la nuit, dans le noir, dans le froid, tout seul. Et quand tu arrives à Courmayeur, tu retrouves un milieu urbain. Et pire que ça, tu retrouves un ravitaillement qui est dans un gymnase où il fait chaud, où il y a des toilettes. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de journalistes. Tu retrouves le confort et tu as juste envie, c'est de pas repartir de là, quoi. Et moi, voilà, chaque année, c'est là, à partir de Courmayeur, où je commence en général à sortir un petit peu de mon confort contrôlé, on va dire, pour me mettre dans une zone d'inconfort un peu moins contrôlée et où la vraie course commence. Et puis déjà jusqu'à Courmayeur, je vivais un calvaire. Donc je me disais, j'espère que la magie va opérer après Courmayeur, notamment à partir du refuge de Bertone. Il y a une grosse montée après Courmayeur et on a un balcon plutôt plat qui nous mène jusqu'à Arnouva au pied du grand col ferré. Et là, en général, j'accélère et puis je commence à grappiller du temps. Et puis là, sur cette partie-là, c'était l'enfer. Il y a des toutes petites montées là et j'ai même dû sortir mes bâtons pour faire ces montées-là, alors que sur les années d'avant, je cours sans problème ici, quoi. Alix, à Courmayeur, moi j'étais là, je t'ai vu, j'ai pas voulu te déranger, parce que j'ai vu que t'étais très concentré à ce moment-là. J'ai vu que c'était aussi un peu plus. Mathieu, il semblait un peu plus dans le dur. Toi, comment est-ce que tu l'as perçu ? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Est-ce que tu t'es dit ça va être compliqué ? Est-ce que tu t'as cru ? Comment est-ce que t'as géré ça ? Je me suis pas dit que ça allait être que c'était fini ou quoi que ce soit, non, en aucun cas. Je me suis juste dit qu'effectivement ça allait être un chemin de croix. Ouais. Après c'était le moment où il m'a lâché son sac, où vraiment il y a tout qui est sorti, il me disait qu'il avait pas de sensation, qu'il sentait que ça allait pas dans les jambes, etc. Et puis il était un peu dans une bulle hyper négative, donc c'est à ce moment. Qu'est-ce que tu lui dis toi justement à ce moment-là ? En fait, à ce moment-là, je capte qu'il a encore ses temps de l'année dernière au poignet. Et l'année dernière, comme on l'a dit juste avant, c'est qu'il était vraiment dans un état de flow. Donc là, je lui dis, écoute, il faut que tu sois ici maintenant. Là, il me répète encore une fois qu'il me dit, oui, actuellement, je suis dans mon corps. Il me dit, j'ai très mal à mon corps. Et puis, je lui dis, en ultra, c'est un peu comme dans la vie, il y a des up and down. Ça va revenir, ça va revenir. Malheureusement, même après le lever du jour, c'est pas revenu. Mais voilà, c'était mon rôle d'envoyer au maximum de positif, d'éviter de le caresser trop dans le sens du poil parce que je sais de quoi il est capable. Je le vois s'entraîner chaque jour. Je sais qu'il est aussi il est dur, quoi. C'est un rock. Donc j'étais 200%, j'y croyais à 200% qu'il allait y arriver, mais que ça allait être très compliqué. Ça a dû marcher parce que moi, je t'ai vu quand même à Arnouvaz et là, j'ai ressenti quand même un changement, notamment dans le visage. Tu avais une expression beaucoup plus déterminée, celle d'un coureur qui voulait en découdre. On aurait dit que tu n'avais qu'un objectif, c'était rattraper le goutte de tête et te mesurer un E. Moi, j'ai vu un changement, vraiment. J'ai senti que là, tu t'es dit, OK, c'est dur, mais les gars, comme si tu te servais un peu de cette douleur pour revenir et que tu t'es un peu nourri de ça. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. J'ai vraiment vu un changement de Mathieu à ce moment-là. Tu étais avec Thibaut, je crois. D'ailleurs, il a pas pu te suivre après. Mais j'ai vu, même si c'était difficile, j'ai vu un changement d'état d'esprit. Est-ce que je me trompe ? Non, mais c'est vrai que quand ça fait des heures et des heures et des heures que tu souffres, que tu as mal partout, tu cherches absolument toutes les schémas et puis les discours internes pour tenter de sortir
de ce cercle vicieux qui est infini. Là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai passé une bonne partie de la nuit tout seul aussi, une fois que j'étais décroché. Après Courmayeur, je suis reparti de Courmayeur tout seul. Et effectivement, Thibaut Garivier et Jean-Philippe Choumi, le Suisse, m'ont rattrapé dans cette partie-là. Je me suis accroché à eux, ils avaient une belle énergie. Ils ont permis de me faire revenir un petit peu dans la course. À arriver à Arnouva, j'ai des informations aussi que devant ça craque un peu. On me dit que Jim à Arnouva il a vomi, il n'était pas dans un bon mood. On connaît un petit peu l'historique aussi de Jim et Zach, c'est des super athlètes, mais ils ont aussi été capables d'abandonner. Ou Ils ne sont fait d'ailleurs aucun cadeau. Il n'y a pas eu de solidarité américaine. Là, je peux vous dire que c'était chacun sa course. C'était une course très solitaire cette année. On me disait que ça fightait énormément. Nous, à ce moment-là, on est à peu près en 5e position. Donc deux gars qui abandonnent devant ou qui craquent, ça fait passer tout d'un coup en podium malgré le calvaire qu'on vit. C'est ça la surprise de l'ultra. Donc je me suis dit, écoute, je vais rester dans la pen cave avec la pen cave de Courtenay là, encore un petit moment, et qui sait, peut-être qu'on pourra vivre un truc incroyable à la fin. Mais non, peut-être que mon visage était déter, mais en tout cas c'était plutôt parce que je m'envoyais des messages dans ce sens-là dans la tête, mais au niveau sensation, on n'y était pas encore là. On voit quand même qu'il y a un petit mental derrière, et que parce que on voit, moi c'était assez impressionnant. J'imagine quand même que cette 4e place, ça doit avoir un goût particulier pour toi. Alors, je l'ai dit, tu es un garçon sincère, tu fais pas semblant, tu es quelqu'un qui se bat avec ses tripes et son cœur. Quel souvenir tu souhaites garder de cette course ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va quand même t'aider pour la suite ? Oui, 100%. Là, cette 4e place, au final, au vu des sensations que j'ai eues dans la course, c'est totalement inespéré. Et j'en suis très fier parce que rendu à Courmayeur avec les sensations que j'étais plus en mode si je vais au bout, je vais finir 40e ou je vais abandonner. Finir 4e au vu de ce que j'ai vécu, c'est super. Maintenant, quand j'arrive à l'arrivée, j'ai les larmes qui me sont sorties. Ce matin, quand j'ai commencé à regarder un petit peu les réseaux et les titres des médias, j'ai beaucoup lu Mathieu, grosse déception, larmes à l'arrivée, mais en fait pas du tout. C'est pas du tout ça. J'étais super satisfait et heureux de cette place. Les larmes qui sont sorties, c'était surtout la libération. Enfin, le calvaire allait s'arrêter. En fait, j'ai retenu mes larmes toute la course. Et puis quand je suis arrivé, je les ai lâchés parce que c'était plus l'expression de la douleur. Maintenant, j'ai passé quasiment des Chapieux, kilomètre 50 jusqu'à l'arrivée en souffrance. Ça fait une quinzaine d'heures à peu près. 15 heures dans le dur à travailler avec son mental. Ce qui est certain, c'est que je pense que je me suis renforcé le mental sur cette UTMB 2023. Et c'est sûr que ça me servira dans le futur. Bon, moi en tout cas, je sais que tu es un garçon extraordinaire. Moi, je dois reconnaître parce que je suis un peu derrière les médias, je suis un peu derrière la journaliste et j'entends ce qui se dit, j'entends ce qui se voit. Et je sais que tu as énormément de soutien de ton public, que les gens apprécient ton tempérament. Mais je sais que ça peut être plus compliqué aussi parce que c'est un milieu, le trail, où il y a certains codes, où c'est pas évident aussi quand on n'a pas le parcours classique de s'imposer pour toi ou pour les autres. Il faut se souvenir de Kylian Jornet. Kylian Jornet, quand il a gagné en 2008, il venait du ski. Ça a été très compliqué pour lui. Aujourd'hui, on l'oublie un peu, mais ça a été très très loin d'être facile. Et il y a cette citation un peu, tu sais, au début on t'ignore, après on te moque, ensuite on veut te combattre, et après on te respecte. Et c'est un peu la marque des grands champions. Et je parle de Kylian Jornet, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un peu ce que je vois avec toi. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu injuste parce que il faut remettre dans le contexte et tout ce que tu fais. Je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui avec ton parcours qui est capable de faire ce que tu as fait. Et je voulais te le dire, tu vois, parce que c'est très sincère. Et malheureusement, des fois, il y a des gens qui peuvent se paraître sincères et qui ne le sont pas vraiment, et inversement. Et c'est important, en tout cas moi, de donner mon impression humaine sur les gens que je croise. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Alors, il était question de la Diagonale des Fous. Je sais que tu es inscrit parce que je parle avec les organisateurs. D'ailleurs, ils se demandent, ils vont écouter là, tiens, est-ce qu'il va venir ? C'est quoi l'objectif ? Tu vas te relancer sur des compétitions où là, tu te concentres sur un cycle d'entraînement. Est-ce que tu sais un peu ce que tu vas faire ? Là, c'est encore un petit peu tôt. On est au lendemain de l'UTMB. C'est sûr que moi, cette année, c'était Western et probablement le combo Western-UTMB. Ça prend énormément d'énergie mentale et de dévouement, ces projets-là. Donc, j'ai pas voulu me mettre trop de projets automne-hiver. Éventuellement, je m'étais inscrit aussi à la Diagonale des Fous. Je savais pas trop comment ça allait se passer mon été. Là, c'est encore trop tôt. Je pense en toute sincérité que là, au vu des sensations que j'ai dans mon corps, tout à l'heure en introduction, je te disais que j'allais aller courir 30 km, mais c'était une blague évidemment. On l'avait compris. J'ai dû prendre l'ascenseur pour monter ici. Donc je pense que ce serait
pas super intelligent pour mon corps d'aller courir la Diagonale des Fous. Moi, je suis très inspiré par un athlète comme Ludo Pomeré, avec qui j'ai couru 50 bornes à la Western States. Et hier, j'ai encore eu la chance de courir quelques kilomètres avec lui. Ludo, ouais. 48 ans et qui est encore encore capable de faire des performances comme ça m'inspire et ça veut dire que c'est possible dans ce sport. Sauf que si on fait des conneries plus jeunes, il y a des chances qu'on se retrouve avec plus beaucoup de plumes à cet âge-là. Donc voilà. Va falloir que je pense à tout ça. En toute sincérité, je n'ai aucun projet là pour l'automne-hiver. Je vais déjà j'aime pas trop me projeter dans le futur. J'aime bien rester dans le présent, profiter des belles émotions que j'ai vécues à l'UTMB, remercier tous ceux que j'ai à remercier. Et puis voilà, ça va venir. Et s'il n'y a pas de Diagonale des Fous cette année, il y aura probablement Diagonale des Fous l'année prochaine. J'ai envie de te voir et je pense que je suis pas le seul. On a envie de te voir dans le cercle de Mafat. Donc, tu voulais rajouter quelque chose? Non, voilà, c'est ça. Et puis UTMB, je pense que l'année prochaine, je vais faire une petite pause là, 3 années d'affilée, parce que ça fait 3 années que je porte une petite frustration. Je viens à Chamonix et puis il y a une ambiance de fou la semaine de course et j'essaie de me protéger un petit peu pour pas trop perdre d'énergie la semaine de course, mais il y a plein de trucs à faire et j'aimerais bien éventuellement l'année prochaine revenir sur l'UTMB mais en mode spectateur et puis profiter de cette énergie-là. Voilà, donc là je suis content, j'ai mon petit record de médaille d'argent, médaille de bronze, médaille en chocolat et puis il en manquera une, un de ces 4. Bon bah écoute, on a hâte de voir un petit peu la suite. Alix, toi, on sait que tu t'es un petit peu surtrait. Moi j'ai envie de savoir un peu, voilà, c'est quoi ton parcours aussi. On t'a vu sur le marathon de Paris, je sais que tu as pris beaucoup de plaisir. Est-ce que tu vas un peu revenir toi sur les trails? Je sais que tu avais pas mal d'ambition aussi, tu voulais aussi un peu montrer de quoi tu étais capable. C'est encore d'actu? Oui, bien sûr. Après, je t'avoue que je me focus vraiment sur la carrière de Mathieu parce que j'essaye de tout mettre en place pour que ce soit le meilleur au monde. Maintenant, oui, moi, je me lance sur des ultras, mais à mon niveau. Donc, c'est plus des balades de 30-32 heures, comme j'étais sur la Restonica Trail dernièrement en Corse. J'ai mes running stones pour l'UTMB l'année prochaine. Donc je crois que j'ai trouvé mon assistance. Non mais j'ai envie de voilà. Ah ce serait sympa. Alors, moi je veux bien couvrir ça. On va inverser un peu les rôles, ce serait génial. Pour l'instant pas d'objectif particulier. Je verrai en fonction de la saison, en fonction de ce que aussi on nous propose. On aime bien faire de nouvelles courses, aller sur des nouvelles destinations. Maintenant, voilà, juste cette année, j'ai décidé pour la première fois, la Restonica étant qualificatif pour poser un ticket pour la Western. Je mets mon premier ticket cette année pour la Western States. Pour, si jamais je suis pas pitché cette année, mais pour les années à venir. J'y vois plus en mode pour les années à venir. Après, si c'est pitché cette année, j'aurais pas eu de peau. mais voilà. En tout cas, ce serait plus sur un ultra pour des belles aventures, voilà, que pour des petites courses ou des trucs, voilà. Pour moi, c'est plus l'ultra parce que c'est une aventure. Voilà. Ouais, et puis je sais que tu as un agenda très chargé, tu t'occupes de Mathieu et je sais que tu as beaucoup d'énergie. Il faut des fois faire des choix. Et puis j'ai hâte de voir aussi un peu ce que tu peux t'exprimer sur trail. Je pense que tu as aussi des belles choses à montrer. Tu voulais rajouter quelque chose, Mathieu? Non, juste dire qu'aussi la période de récupération post-course fait partie du projet. On a tendance à toujours penser qu'il faut mettre beaucoup d'énergie à l'entraînement et pendant la course, mais il faut aussi penser à la récupération post-course et on va essayer dans les 15 prochains jours aussi de travailler fort là-dessus pour se régénérer, pour pouvoir se lancer sur de nouveaux beaux projets. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté dans votre agenda de répondre à nos questions et puis je pense qu'on peut les applaudir avant de passer à la rubrique. Merci beaucoup. À très vite. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir Manu du site OneRun, notre expert en produits, en chaussures, qui va décortiquer pour nous les paires qui ont fait sensation cette année. Manu, comment est-ce que ça va? Alors, cette année, il y a eu beaucoup de fêtes, beaucoup de soirées. On sait que toi, tu es un peu un mondain de la course à pied. Qui a vraiment mis le paquet cette année chez les équipementiers? Je ne vais pas faire un podium des équipementiers, mais il y a eu effectivement beaucoup d'activations chez les marques. Il y a eu effectivement, comme le disait Adrien, ça a été vraiment la surenchère parfois, au point qu'on a dû faire 4 soirées le même soir, donc c'était pas facile. Alors c'est vrai, tu l'as dit, les marques elles ont rivalisé les unes avec les autres pour attirer l'attention du coureur. On a eu des chalets un peu extravagants, des fêtes majestueuses ou encore distribution de chaussures gratuites dans les rues de Chamonix. Ça c'est assez surprenant. Pourquoi les marques comme ça elles mettent le paquet? On a l'impression que c'est vrai que c'est un peu la compétition, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça, c'est devenu la place du trail et il faut exister. Et les marques, pour exister, elles mettent un fric monstrueux, parce que là, il y a moi, j'ai entendu de projets à 7 chiffres, donc juste pour cette semaine à l'UTMB. Donc c'est vraiment impressionnant. Et puis
C'est devenu aussi un rendez-vous des professionnels, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de distributeurs qui viennent rencontrer les marques, ça permet de voir toutes les marques sur une semaine, donc c'est plus facile. Écologiquement, c'est peut-être mieux que de se balader chez tous les sièges sociaux de toutes les différentes marques qui sont Ça permet de à mutualiser, Montpellier, à Annecy, à Paris, en Hollande et tout. Donc il y a des points positifs, des points négatifs, mais effectivement, c'est devenu la place du trail et tout le monde se doit d'être là et d'exister. Alors, tu as analysé pour nous un peu les chaussures du podium. Alors, évidemment, Jim, on m'a parlé, moi, d'une fameuse chaussure un peu prototype Oka avec du carbone. Je sais que j'ai parlé à certains athlètes, Ludovic Pomeray, Duncan Perilla, qui sont chez Oka et qui m'ont dit, franchement, cette chaussure, elle fait sensation et c'est quelque chose. Avec quoi il a couru, Jim? Est-ce que c'était un prototype? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la paire qu'il avait, la paire du gagnant? Alors, c'est assez simple de trouver quel prototype c'est, puisque moi je l'ai vu un moment après l'arrivée, il a signé des autographes sur le côté, et puis j'ai bien vu la semelle, et alors c'est la semelle d'usure. On voit très bien que c'est un modèle qui existe déjà, donc au niveau de la semelle, il n'y a pas de nouveauté, les crampons sont identiques, et au modèle de série qu'on a actuellement, c'est la Tecton X de chez Oka. Ce qu'on peut remarquer par contre, c'est qu'il y a une guêtre intégrée. Et si vous vous souvenez bien, cette guêtre, on en avait parlé il y a 2 ans sur un autre gagnant de l'UTMB qui est François Daen. On sait que François est très proche de Jim. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une petite inspiration sur cette petite chose. Alors je vous rassure, cette guêtre, c'est vraiment très spécifique et c'est vraiment sur ce prototype. Ça sert à quoi, justement, ça sert à quoi Je pense que c'est vrai que quand on est sur un environnement, c'est très poussiéreux quand même quand c'est sec comme ça a été les derniers jours. Et je pense que ça permet d'éviter qu'il y ait des poussières, etc., qui rentrent dans la chaussure. Et puis. Et ils n'ont pas plus chaud avec ça aussi ? Non, je pense pas, parce que c'est quand même des matières assez respirantes et ça doit être suffisant. Mais ça sortira pas en série. D'accord. Effectivement, c'est la Tecton X3. Mais là c'était une chaussure de série du coup, c'est une amélioration de la Tecton X et elle va sortir en version 3 prochainement. Alors, plus surprenant, on a The North Face qui place 2 athlètes sur le podium. Alors ça c'est surprenant, c'est vrai que vis-à-vis de Salomon, vis-à-vis de marques comme On Running ou encore Adidas, là The North Face qui place le 2e et le 3e, c'est assez spectaculaire pour une marque encore qui est, en tout cas sur le trail, sur la course à pied, qui est encore discrète. Là ils font un gros coup cette année. Ouais, après il faut se rappeler quand même que The North Face, ça a été le premier équipementier sponsor de l'UTMB jusqu'à je crois 2016-2017. Mais donc c'est une marque américaine, donc il a bien compris qu'il fallait mettre de la dynamique sur le trail. Je pense qu'aussi après il faut pas non plus voir c'est l'athlète qui gagne quand même, c'est pas le matériel. Sûr, à un moment il faut voilà, donc après c'est des coups de poker, c'est-à-dire est-ce que j'ai choisi le bon athlète quand je l'ai sponsorisé, et puis est-ce qu'il va faire des résultats. Voilà, Oka, ça fait très longtemps qu'ils suivent Jim par exemple, et puis ça a payé cette année quoi. Donc je pense que voilà, faut pas non plus dire que c'est la marque qui gagne. Effectivement, là, Oka était le sponsor principal de l'UTMB, donc ça fait plaisir à tout le monde. Tout le monde attendait la victoire de Jim depuis de nombreuses années. Donc voilà, on va dire que c'est le bon combo pour les organisateurs et pour le sponsor. Mais on sait qu'il y a quand même des enjeux importants sur quelle chaussure et quel équipementier va réussir à être affiché. Et voilà, c'est quand même un beau coup pour The North Face. On peut les féliciter. Alors, durant cette semaine de l'UTMB, il y avait quand même un lancement important. C'est la collection de François Daen qu'il a fait avec Salomon. On a vu d'ailleurs Mathieu Blanchard notamment courir. On a vu beaucoup de coureurs aussi courir un peu avec cette collection-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette gamme-là ? Alors, effectivement, Mathieu a couru entièrement, entre guillemets, avec la partie textile et la partie accessoire, mais il a quand même gardé les fameuses Genesis de chez Salomon pour chaussures. Il n'a pas utilisé les chaussures Salomon Ultra pour courir. Et Courtenay, pareil. Donc, ils sont restés sur la Genesis. Je pense qu'effectivement, c'est une chaussure assez exigeante, plaque de carbone et les nouvelles mousses et tout ça. Et puis, comme c'est sorti très dernièrement, je pense que Mathieu avait besoin quand même de se rassurer, vu son état de forme et tout ça. C'était un peu trop tôt pour eux. Voilà, je pense que c'était un peu trop tôt. Il n'avait pas pu complètement appréhender la chaussure. Donc, il est resté sur le modèle Genesis qui fait un carton. Et puis, les coureurs aussi bien pro qu'amateurs, il y a des retours vraiment unanimes sur la Genesis qui, vraiment, c'est une excellente chaussure. D'accord. Donc, une collection de François Daen, je crois, à retrouver d'ailleurs sur iron.fr.
Très belle collection. T'en penses quoi, toi? Elle est plutôt réussie? Ouais, plutôt réussi. D'ailleurs, tu as vu les dessins sur le t-shirt? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ces dessins? Est-ce que tu sais? C'est des monts. Alors précisément, je saurais pas. Je l'ai entendu en plus, mais j'ai pas retenu. Mais c'est il y a une définition derrière ces dessins. C'est pas que graphique. Alors effectivement, si tu connais bien l'histoire de François, il a une adoration pour la Pierramanta, la course de Pierramanta, ski. voilà, exactement. Et donc effectivement, c'est le dessin des monts de la Pierramanta qui se trouve sur le t-shirt. D'accord, très réussi en tout cas. Une présence aussi très remarquée, en tout cas du côté des professionnels, c'est Nike. Alors là, démonstration, là, les Américains, quoi. Voilà. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'était assez surprenant de voir un peu cette opulence. Un peu, ils avaient réservé plein de chalets avec des voitures électriques. Il y avait des vigiles devant leur. Bon, ça dénotait un peu, moi à titre personnel, je trouve. Mais là, on voit quand même qu'il y a une ambition assez forte. Après, on appréciera ou pas la démonstration, mais Nike a envie clairement de revenir sur le monde du trail, lance une très grosse gamme et met des moyens exponentiels. Est-ce que ça suffira? L'avenir nous le dira. Qu'est-ce que tu en penses? C'est alors la fameuse Ultrafly, puisque c'est le nom de la nouvelle chaussure qui est sortie. Nike s'appuie sur ses connaissances avec les nouvelles mousses et puis et la plaque de carbone. Et en plus, pour la première fois, Nike s'associe à Vibram. Parce que c'est vrai que Nike avait été un peu critiqué parfois sur le grip de certains modèles. Donc là, je pense que pour répondre à ça et pour sortir ce modèle très haut de gamme avec plaque de carbone, ils ont dit on va prendre le grip de la meilleure société, c'est-à-dire Vibram. Donc là, pour la première fois, Nike sort une chaussure avec ce grip exceptionnel qui est fourni par Vibram. Tu as pu la tester, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils vont réussir à rattraper leur retard selon toi? Après, moi, je suis un grand fan de la semelle Zoomix. J'aime bien cette sensation d'amorti et puis de rebond. Donc, copié déjà par. Moi, je suis assez preneur de ce genre de modèle. Ouais, tout à fait. Bon, hâte de voir en tout cas ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette édition UTMB? Et s'il y a un article en particulier que tu veux mettre en avant? Eh ben, après, c'est vrai qu'on parle beaucoup des modèles des élites. Et puis finalement, les élites, ça représente très peu de monde par rapport aux 2300 personnes, par exemple, qui couraient l'UTMB, dont les derniers sont peut-être seulement en train de finir. Donc je pense que le modèle qui a été mis en avant par le sponsor principal, Oka, cette année, c'était vraiment la Stinson 7 ATR. ATR, ça veut dire All Terrain Resistance. Donc là, c'est vraiment l'ADN de Oka, c'est cette grosse semelle très amortissante, qui est super agréable en descente. On a couru avec des copains et il y en avait qui avaient cette fameuse Stinson et il y en a qui m'ont mis des belles piles en descente. Ils se reconnaîtront. Ils sont très forts pour les et descentes. Vraiment, voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup des montées, qu'il faut être fort en montée et tout ça, mais les descentes sont assez roulantes sur l'UTMB et avoir cette chaussure très amortissante avec un bon grip, ça donne beaucoup de confiance dans les descentes. Et c'est vrai que les pros, souvent, quand ils passent de 15 km/h en descente à 20 km/h, ça fait un gros gap et ça peut faire des grosses différences à la fin sur le temps total de la course. Bien sûr, on vous proposera une sélection à retrouver sur le site de iron.fr avec les marques, les équipements qui ont fait un peu sensation cette année. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet. Merci infiniment Manu pour avoir décortiqué pour tout ça. C'est déjà le moment de se quitter. Je tiens à remercier en particulier les équipes de Iron, d'avoir rendu cette émission possible. Merci également aux équipes de Sunday Night Productions qui se sont bien démenées pendant toute cette semaine et Dieu sait que ça a été extrêmement intensif. Merci aussi aux équipes de l'UTMB de nous avoir accueillis, nous avoir facilité le suivi de course. Merci également à Shuka de nous avoir permis de pouvoir enregistrer ici dans un espace où on sait que le mètre carré il est très prisé dans Chamonix et puis n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes on y boit du très très bon café. Et je tiens à dédier le lancement de cette saison 6 bien sûr à Manu parce que on sait que l'année dernière il avait été présent et donc on pensait évidemment très très fort à lui et on tenait à lui dédier toute la saison 6 qui arrive en espérant qu'avec les Jeux Olympiques on ait de beaux événements parce que je pense qu'il aurait été fier de tout ce qu'on a fait, tout ce que vous avez fait. C'était une très très belle édition et vous n'avez pas mérité. Merci beaucoup, que cette saison 6 commence et que la saison 2023-2024 démarre. J'ai hâte d'y être, à très vite. À bientôt.